sur cette bataille de l'UMP qui ne connaît donc aucune trêve. Autre titre et autre bataille, on en vient maintenant à cette charge d'Arnaud Montebourg contre ArcelorMittal. Les mots sont inhabituels. Nous ne voulons plus d'ArcelorMittal en France, a lancé le ministre du redressement productif qui défend l'idée d'une nationalisation des hauts fourneaux de Florange. Il a ensuite nuancé ses propos. Caroline Thébault avec notre bureau à Strasbourg. C'est une déclaration de guerre. Arnaud Montebourg s'en prend aujourd'hui ouvertement au PDG d'ArcelorMittal, alors qu'il reste 4 jours aux deux parties pour se mettre d'accord sur l'avenir de Florange. Nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu'ils n'ont pas respecté la France, confie le ministre au journal Les Échos. La famille Mittal, d'habitude si discrète, s'est dite extrêmement choquée par ces propos. Des propos que le ministre a tenus cet après-midi à Tempéré. Les méthodes de ce groupe Mittal ne sont pas acceptables. Ce sont les mêmes méthodes en Belgique, au Luxembourg et en France. Bien sûr, la présence industrielle de Mittal n'est pas remise en cause en France. Au cœur de ce bras de fer, Florange. Le ministre dit avoir trouvé 2 repreneurs pour l'ensemble du site, mais Mittal n'est prêt à vendre qu'une partie. Alors Arnaud Montebourg brandit la menace d'une nationalisation temporaire. Après ces déclarations, les salariés sont partagés entre espoir et doute. S'il a annoncé ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui tient la route. On essaye d'y croire, mais bon, après c'est difficile, surtout face à Mittal qui pèse quand même assez lourd. ArcelorMittal, c'est le leader de l'acier en France. 10 millions de tonnes l'année dernière, soit 60% de la production totale. Il y a les hauts fourneaux de Florange, Dunkerque, Fos-sur-Mer, mais aussi la distribution, le marketing. Au total, 150 sites, 20 000 salariés. Mais le groupe cumule avec la crise 18 milliards d'euros de dettes. Demain, son PDG Lakshmi Mittal a rendez-vous à l'Elysée avec François Hollande. Une ultime rencontre au sommet pour trouver enfin un terrain d'entente. Voilà, avant d'aller plus loin, quelques éléments de contexte. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Le groupe Mittal a-t-il effectivement trahi ou bien tenu ses promesses? Alors, promesse numéro 1, en 1999, Mittal avait dit que l'usine de Gandrange serait maintenue. Elle a été fermée en 2009. Promesse numéro 2, Mittal s'est engagé à continuer d'exploiter les hauts fourneaux de Florange. Eh bien, ces hauts fourneaux ont été d'abord arrêtés provisoirement et puis officiellement fermés cette année. Enfin, Mittal a promis de faire des investissements pour renforcer la compétitivité des sites. Eh bien, là encore, selon un récent rapport de Bercy, il y a eu certes des investissements de maintenance, mais pas assez pour renouveler l'outil de production. Alors, pour sa défense, Mittal a un argument, il est de taille. Toutes ces promesses étaient assorties de conditions plus ou moins explicites, des perspectives économiques favorables à moyen ou long terme. Et là, on est bien obligé de reconnaître que ces conditions ne sont pas au rendez-vous. Depuis 2008, la consommation d'acier en Europe a chuté de 25%, une tendance qui se confirme aujourd'hui. Merci Jean-Paul. On va revenir dans un instant sur cette méthode Montebourg, entre guillemets. Mais d'abord, évoquons le fond du dossier, c'est-à-dire l'hypothèse de cette nationalisation. Elle renvoie en apparence à une autre époque de la gauche des années en arrière, mais de fait, c'est aussi un instrument de politique industrielle moins exceptionnel qu'il n'y paraît. Valérie Lerouge, Pascal Stelletta. Les hauts fourneaux de Florange, bientôt propriété de l'État français. C'est en tout cas l'idée du gouvernement. Aujourd'hui, seule la filière chaude, là où on coule l'acier, est à vendre. Et Arcelor entend bien garder la filière froide, la seule rentable, où on transforme le métal pour l'industrie automobile. Arnaud Montebourg menace de nationaliser l'ensemble pendant quelques mois pour mieux le revendre ensuite. Alors, est-ce légal? Oui, à condition que l'État offre le juste prix. Il faut simplement que la nationalisation soit accompagnée d'une indemnisation des anciens propriétaires de l'entreprise expropriée et que cette indemnisation soit équitable. Quels sont les précédents? Le dernier en date, c'est Alstom en 2003. L'État vole au secours du fabricant de TGV à court d'argent. Il y a eu aussi la vague de nationalisation politique de 1982. Thomson, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, en tout, François Mitterrand fait racheter une quinzaine d'entreprises françaises. La nationalisation, même les États-Unis y ont recours. Il y a 3 ans, l'administration Obama rachète General Motors au bord du gouffre. Le géant automobile est aujourd'hui en bonne santé. Qui payera? L'État. Mais Arnaud Montebourg assure que ça ne coûtera rien aux contribuables, comme pour Alstom où la France avait même encaissé une plus-value au bout de 4 ans. Il espère réaliser la même opération avec Florange.
Bonsoir François Langlais. Que penser de la politique d'Arnaud Montebourg et de son vocabulaire? Est-il dans la surenchère ou dans le volontarisme? C'est une surenchère, David. Une surenchère, d'ailleurs, dangereuse, au moins à deux titres. D'abord, c'est un message dissuasif pour les investisseurs étrangers en France. Le gouvernement leur dit, si vous prenez des décisions qui nous déplaisent, eh bien vous prenez le risque d'être exproprié. Pas très engageant. Deux, cela s'appuie sur l'idée que l'État fait toujours mieux que le privé. Une idée qui est parfois fausse. Renault, par exemple, est sorti de l'ornière au moment de sa privatisation. Le Crédit Lyonnais, qui était une banque publique, a laissé une ardoise de 100 milliards de francs aux contribuables. Alors bien sûr, on cite toujours Alstom, sauvé par l'État et revendu avec une plus-value. Mais Alstom était une entreprise qui avait des clients et qui subissait juste une crise de liquidité. Celui qui voudrait fonder une politique industrielle sur ce seul exemple serait bien imprudent, tout aussi imprudent qu'un joueur qui, ayant gagné à la roulette un soir, reviendrait au casino toute la semaine. Merci François pour cette analyse. Cette image maintenant, parce qu'il